Des cadavres jonchaient les rues. Leur peau est brûlée et couverte de lésions. Leurs lèvres sont croûtées de vomi sec, leurs yeux laiteux et blancs. Ce n'est pas les conséquences d'un combat, c'est les conséquences d'un massacre. Personne n'avait la moindre chance contre le monstre qu'ils ont affronté en mourant. Et il n'a pas fini. Une ombre surnaturelle trotte entre les maisons sur des pattes pointues comme la mort dans la nuit. Peut-être que ce que l'ancien a dit était vrai. Seul un monstre encore plus dangereux pourrait arrêter un monstre comme celui-ci. Les survivants se regroupent dans un bâtiment effrayé et suivant l'unique consigne de l'ancien. Garder les yeux fermés à tout prix. Et dire que le village était si paisible jusqu'à l'arrivée du démon, petit lieu pittoresque au cœur des montagnes verdoyantes du Chili, bien avant que le monde ne soit connecté comme aujourd'hui. C'est un monde où ce qui existe au-delà de vos frontières ne devrait pas exister du tout. Les gens y mènent une vie tranquille et simple, élevant des chèvres et des alpagas, cultivant des récoltes sur les collines, tanner, teindre et tisser. Ce sont des gens robustes, habitués à la vie rude sur les pentes. Comme beaucoup à leur époque, les habitants d'ici sont dominés par la superstition, croyant fermement aux dieux et monstres cachés. Certains se moqueraient de leur foi, les traiteraient de primitifs. Mais en réalité, un esprit ouvert saisira souvent plus de vérité qu'un esprit fermé, car nous connaissons tous la vérité. Il y a bel et bien des monstres dehors qui hantent l'obscurité. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La grande différence, c'est que nous avons désormais une organisation, un groupe prêt à mourir dans l'ombre pour que nous vivions dans la lumière. Les gens d'autrefois n'avaient pas cette chance. Ils devaient affronter seuls les mâchoires ouvertes et les yeux brûlants de l'inconnu. Les mêmes yeux qui allèrent bientôt se tourner vers les habitants innocents de ce village chilien rural et isolé. Tout a commencé par la disparition d'un adolescent. Le garçon était parti chasser dans la forêt quand ses parents ont remarqué son absence depuis des heures. Alors que les ombres s'allongent et que le ciel commence à s'assombrir, une équipe de secours se forme et s'aventure dans la nature pour le retrouver. Armés de gourdins, d'arcs et de flèches, les montagnes peuvent être un endroit traître entre le terrain difficile et les nombreux prédateurs dangereux qui y chassent aussi. Ils ignorent que le garçon qu'ils recherchent est tombé sous la coupe d'un nouveau type de prédateur qu'aucun des villageois n'a jamais rencontré auparavant. Ils le retrouveront dans quelques heures. Un membre du groupe note que le garçon était allé beaucoup plus loin que prévu en chassant. Un autre répond que peut-être qu'il n'est pas venu ici de son plein gré. Peut-être qu'il a été traîné, personne ne répond à cela. Ils baissèrent la tête et poursuivent leurs recherches. La possibilité est trop effrayante pour être envisagée. Si une créature dangereuse s'est installée dans les forêts autour du village, alors ils sont tous en danger. Peu de temps après, ils retrouvent l'adolescent disparu, blessé et inconscient. Il semble pâle et malade, 3 griffures lacèrent sa poitrine, un silence les relie. Quel animal a 3 griffes? Aucun animal qu'ils connaissent. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Ils doivent envelopper le garçon blessé dans des couvertures avant qu'il ne meure de froid ici ou ne succombe à ses blessures. D'abord, ils doivent s'assurer qu'il survive à cela. Ensuite, ils doivent découvrir ce qui lui a fait ça. Bientôt, le garçon est allongé chez le guérisseur du village, une figure scientifique rudimentaire, avec une grande connaissance des herbes et des remèdes à base de plantes, mais il n'arrive pas à diagnostiquer la maladie dont le garçon semble souffrir. Il a des nausées, des vertiges, une toux rauque qui produit parfois du sang, et sa peau prend une teinte étrange, non naturelle. Ce n'est pas dû à sa blessure, conclut le guérisseur. Les plaies sont assez superficielles. Ce mal étrange doit avoir une autre origine. Les villageois prient pour le garçon et déposent des offrandes et des sacrifices sur leurs autels pour sa guérison. Mais cela ne sert à rien. Plus tard dans la même nuit, il crache du sang et s'éteint. Ces derniers mots, entendus seulement par le guérisseur, sont qu'il y a un monstre dans la forêt. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il a raison. Au cours des jours suivants, la situation empire. Bien pire. La mystérieuse maladie qui a tué l'adolescent se propage dans le village, touchant les plus vulnérables et causant des décès. Le bétail disparaît ou est retrouvé mort à l'aube, marqué des mêmes 3 griffures mortelles et acérées. Et si tout cela n'était pas déjà assez horrible, bientôt les récoltes commencent à dépérir, comme si la même maladie qui touche les gens et les animaux les frappait aussi. On ne peut plus ignorer la réalité de la situation. Il y a un démon parmi eux, et s'il ne le tue pas, il les tuera tous. La ville organise une réunion sur la place, où il devient rapidement évident à quel point la population a diminué de façon drastique.
Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Des hommes proposent de créer un groupe de chasse pour traquer et tuer ce monstre dans la forêt. Certains, plus sages, soulignent que cela laisserait femmes et enfants sans défense si la créature attaquait alors qu'ils sont tous dans la forêt. Cela signifierait une mort certaine. Les discussions effrayées cèdent bientôt la place à une dispute animée. Les gens deviennent violents quand ils ont peur. Et si la cause est invisible, cette violence se retourne inévitablement contre eux-mêmes. Mais avant que la situation ne dégénère, 3 coups fermes frappés au sol interrompent la catastrophe imminente. Tous se tournent et voient le doyen du village, un vieil homme aveugle qui utilise une canne noueuse. La foule se tait. Cet homme inspire un respect absolu parmi les villageois, et pour beaucoup, sa présence a un effet apaisant immédiat. Peut-être aurait-il enfin une solution à ce problème. « Il y a un moyen » dit-il d'une voix lente et rauque. « Quel est ce moyen, doyen » demande un jeune villageois, un esprit gardien ancestral qui vit dans les montagnes. « Je peux l'amener ici et il pourra peut-être nous aider. Mais il y a une condition, une règle qui doit être respectée à tout prix. Aucun d'entre vous ne doit regarder cet esprit. Vous devez garder les yeux fermés. Si vous le voyez, une horreur bien pire que celle que nous avons vécue ici s'abattra sur ce village. » Avec l'accord du village, le doyen entreprend un rude pèlerinage en montagne, aggravé par son âge et sa faiblesse. Mais la sécurité de son village est en jeu et il n'y a rien qu'il ne sacrifierait pas pour s'assurer que son existence soit préservée. La seule chose qu'il emporte, à part son bâton de marche, est une corde. Bientôt, il atteint l'entrée d'une grotte, une caverne ancienne creusée profondément dans la chair de la montagne. Il y entre. En tant qu'aveugle, l'obscurité ne signifie rien pour lui. La grotte est d'abord silencieuse, mais bientôt, il entend quelque chose. Un pleur discret et pitoyable. C'est ainsi qu'il sait qu'il est proche du légendaire esprit gardien. Le vieil homme n'a jamais vu cet esprit, mais s'il le voyait, il saurait que c'est une créature pâle et longue, aux mains agrippantes et au visage terrifiant. Il sait que la bête est capable d'une grande violence, mais il sait aussi qu'elle n'est pas maléfique, car elle ne tire aucun plaisir de cette violence. Le savoir de l'aîné sur l'esprit gardien dans la grotte avait été transmis de génération en génération dans sa famille. On lui avait souvent raconté comment l'esprit gardien avait protégé leur village dans les moments difficiles. Lorsque des bandes de pillards avaient envahi le village il y a presque un siècle, l'esprit gardien les avait détruits. Quand des bêtes surgissèrent de la forêt, la peur de l'esprit gardien les éloignait. Et ici et maintenant, l'ancien est certain que l'esprit gardien serait capable de vaincre le démon qui les terrorise. Il attache la corde autour du cou du monstre en pleurs, créant une laisse improvisée. Il prononça une incantation apaisante et expira. « Il est temps pour toi de nous servir à nouveau, grand esprit, » dit-il. Et ainsi commence le périlleux voyage de retour le long de la montagne. Mais en son absence, au village, la situation se détériore. Des heures se sont écoulées et la nuit est sur le point de tomber. Le démon n'attaque que la nuit lorsqu'ils sont les plus vulnérables. La peur a déjà empoisonné le cœur de nombreux villageois. Ils abritent la plupart des habitants restants dans la plus grande maison du village et s'arment. Ils ne croient pas à la solution mystique de l'ancien et comptent tuer eux-mêmes cette abomination. Il n'y a pas d'autre choix. Mais alors qu'ils se rassemblent sur la place du village et se préparent à mener une attaque contre la forêt, ils n'auraient jamais imaginé que le monstre qu'ils chassent viendrait à eux. Et dans un éclair fulgurant, il apparaît devant eux. Il est encore plus horrible qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Une bête décharnée, pattes hérissées de pointes noires, corps émaciés et les 3 griffes noires responsables des terribles marques sur ses victimes. Mais le pire de tout, Zalior, c'est le visage. Une gueule sans traits, bordée de dents, avec un énorme œil lumineux à l'intérieur. C'est un monstre pire que tout ce que leur cauchemar pourrait imaginer. Avant qu'il n'attaque, il libère une décharge d'énergie qui repousse violemment les plus proches, les laissant morts ou mourants, la peau gravement brûlée. Ceux qui sont plus en arrière se précipitent pour attaquer le monstre, hurlant avec une fureur qu'ils espèrent masquer leur terreur. Mais le monstre est bien plus rapide qu'eux. Il sort ses griffes et les frappe, touchant chacun d'eux avec une attaque mortelle. Ils ne parviennent pas à toucher la bête une seule fois. Alors que les corps s'effondrent au sol, certains essaient de fuir, mais il est déjà trop tard. Une personne tentant de fuir ressent soudainement une douleur à la poitrine. Il se fige sur place, puis il est simplement aspiré en lui-même, hurlant, se ratatinant et disparaissant complètement.
Même si le langage pour expliquer la mort de cet homme n'est apparu que des siècles plus tard, nous pouvons aujourd'hui affirmer que le monstre, appelé SCP-001, le prototype, a créé une singularité dans son corps, l'absorbant en lui-même. Les personnes à l'intérieur entendent les cris et bruits terribles de leurs proches et amis se faisant massacrer dehors. Ils croient en l'ancien et suivent ses enseignements malgré leur peur. Ils gardent les yeux fermés de force. Leurs hommes les plus forts ont affronté le monstre et ont été tués. Il n'y a vraiment rien qu'ils puissent me faire à part attendre et espérer. Dehors, la créature, le démon qui avait causé la ruine de leur village, est la seule chose encore en vie. Les nombreux corps de ceux qui ont été massacrés gisent tordus sur le sol autour de lui. Puis, il commence à chasser, il cherche les autres. Il gargouille, ses pattes faisant un tac-tac-tac sur le sol sous ses pointes. Les villageois survivants font tout leur possible pour rester silencieux alors qu'ils l'entendent s'approcher. La mort elle-même s'approche, puis quelqu'un et quelque chose d'autre entrent dans le village. Le démon les entend arriver et se précipite pour enquêter. L'ancien est arrivé. Il sait ce qui s'est passé. Il entend le démon et sent l'odeur de chair brûlée des morts. Et il a amené un autre monstre au bout d'une corde, un esprit gardien. Une chose qui, des siècles plus tard, deviendrait connue sous le nom de SCP-096, le gars timide. Et le démon avait commis la terrible erreur de regarder son visage. Le monstre s'est mis à pleurer et à gémir. « Tu as souillé et profané mon village, démon, dit l'ancien, parlant par-dessus les gémissements de l'esprit gardien. C'est ton pouvoir divin, la punition. Tu seras effacé de la surface de la terre pour tes crimes. » Le démon libère une décharge d'énergie radioactive, frappant l'ancien de plein fouet et le tuant sur le coup. Mais malgré les brûlures résiduelles de l'attaque, l'esprit gardien n'est pas affecté. Il continue de hurler bruyamment. Puis, avec la furie et la rapidité d'un train à grande vitesse, il rugit et fonce vers le démon, griffes tendues. D'un seul coup, du revers de la main de l'esprit gardien, le corps du démon est projeté à travers une maison vide voisine, déchirant la maçonnerie et le faisant glisser de l'autre côté sur le sol. Le démon se relève difficilement, étourdi et blessé. Il ne comprend pas comment cette créature a résisté à l'empoisonnement par radiation. Elle ne montrait que de légères brûlures, cela n'avait aucun sens. C'est encore moins logique pour le démon quand l'esprit gardien surgit des ruines de la maison, ses brûlures déjà totalement guéries. L'esprit gardien n'hésite pas une seconde. Il bondit vers le démon et ce dernier évite de justesse la prise de l'esprit. Il griffe l'esprit en passant, laissant 3 cicatrices distinctives. Lorsque la créature retombe sur ses 4 membres, ses blessures guérissent déjà sans laisser de traces. Ce n'est rien comparé à combattre un simple être humain. Peut-être que l'ancien avait raison. Cette créature est une punition divine. Et elle est vraiment là pour anéantir le démon une bonne fois pour toutes. Mais si c'est le cas, alors ce démon ne tombera pas sans se battre. Il crée une singularité dans la poitrine de l'esprit gardien qui se tord de douleur, hurlant et griffant le sol. À la surprise du démon, l'esprit gardien ne s'effondre pas comme les humains. La forte radiation due à la singularité semble à peine affecter la bête. Le démon tente d'accroître la puissance de la singularité dans l'esprit gardien, mais cela ne provoque que des hurlements et rugissements plus forts, sans réel effet. Le démon pense, à un certain niveau, que la créature est soutenue par un squelette invincible. Quoi qu'il fasse, il ne cause que des dégâts superficiels. Le monstre est indestructible. L'esprit gardien s'agite, interrompt la concentration du démon et fait s'effondrer la singularité. Profitant de ce répit soudain, l'esprit gardien frappe le démon sur sa tête répugnante et fulbus, le faisant chanceler en arrière, étourdi. Le démon se ressaisit et pousse un cri de défense, mais l'esprit gardien l'ignore. Au lieu de cela, il saute sur le démon et l'attrape. Surpris par la violence de son agresseur, le démon griffa le visage de l'esprit gardien, le blessant sans le décourager. L'esprit gardien a une poigne qui ferait pâlir le fer, et malgré ses tentatives pour se débattre, le démon ne parvenait pas à s'échapper. Alors que l'esprit gardien rugit et ouvre ses mâchoires, le démon active sa fonction d'évasion d'urgence. Il crée une autre singularité miniature autour de lui, un trou de verre, et disparaît. Le démon réapparaît dans les bois et ressent pour la première fois une peur mortelle. Au moins, il a pu s'échapper dans les bois, où il pouvait se faufiler dans la nuit et se battre à nouveau un autre jour. Il comprend maintenant son ennemi. Il pourrait découvrir des faiblesses. Il pourrait planifier, élaborer des stratégies.
Mais ses pensées sont interrompues par un hurlement horrible et familier. Choqué, le démon lève les yeux. Il voit l'esprit gardien bondir vers lui à travers la forêt, enfonçant les arbres et les réduisant en copeaux de bois. Comment cette créature est-elle déjà ici? On dirait qu'elle perçoit instinctivement où est le démon. Le démon se ressaisit et rassemble toute sa puissance. Il doit anéantir l'esprit gardien maintenant, où il est perdu. Il ouvre sa tête monstrueuse, son œil brillant dans la bouche, libérant une chaleur radioactive qui brûle la terre et désintègre les arbres. Il attrape l'esprit gardien dans l'éclair aveuglant et l'anéantit. Lorsque la fumée se dissipe, il ne reste de l'esprit gardien qu'un squelette calciné. Le démon s'approche, peut-être pour examiner sa proie, peut-être pour savourer sa victoire. Mais soudain, le squelette se redresse, sa chair commençant déjà à repousser, et referme sa main griffue autour de la gorge du démon. Le démon hurle, mais pas pour longtemps. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Consultez maintenant une autre entrée des dossiers du Dr Bob, par exemple SCP-001, le prototype.